peuvent happer un micro. Oui, là-bas, je vois, c'est toujours le même endroit hein, d'où les questions viennent. Il y a un monsieur qui lève le bras. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Là-bas, à droite de la salle. Et si les organisateurs pouvaient mettre un peu de lumière, voilà, magnifique. Là-bas, à droite, il y a un monsieur qui voudrait. Levez-vous, monsieur. Déclinez votre identité, posez votre question en disant à qui vous l'adressez, s'il vous plaît. Donc, on va prendre 3 questions et puis on y répondra dans la foulée. Merci pour la parole. C'est M. Jean-Pierre Chibanda. Je suis expert comptable du Conseil provincial de Kinshasa. Ma question est posée au directeur du cabinet du premier président de la Cour des comptes. J'ai suivi religieusement votre intervention et mon attention a été attirée sur cette phrase. La Cour des comptes tient tout autre contrôle en État. Lorsque dans un établissement public ou bien dans un ministère, il y a les services de l'IGF qui est en pleine mission de contrôle et qui est encore une autre mission de contrôle de la Cour des comptes. Quel est le contrôle qui sera précédent par rapport à l'autre? Ma deuxième question est posée au coordonnateur de l'APLC. J'ai suivi religieusement votre intervention. Vous avez émis le plaidoyer d'installer les cours de lutte contre la corruption. Je me pose la question de savoir si c'est opportun d'avoir encore ce cours qui sera redondant. Parce que dans les écoles secondaires, il y a déjà les cours d'éducation SM, les cours d'éducation civique et morale. Est-ce que faut-il encore ajouter un autre cours de lutte contre la corruption? Est-ce que c'est vraiment important? Merci. Merci pour cette question. Ces 2 questions à 2 panélistes différents. Est-ce qu'une dame voudrait lever la main et poser une question? Non, ça c'est des hommes. Bon, s'il n'y a pas de dame qui veut poser une question, on va... S'il vous plaît. Ah, voilà, il y a une dame au fond. J'ai déjà le micro, est-ce que je peux poser bon, ma on va question? commencer par ici, parce qu'il y a un micro à disposition. Et puis, on va aller chez vous après, monsieur. Merci. On respecte la règle de la parité. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Lisa Blanchon, expert comptable. Je suis un petit peu... je reste sur ma faim parce que je remarque, je ne connaissais pas toutes ces institutions chargées de lutter contre la corruption et améliorer, on va dire préserver les deniers publics. Mais avec toutes ces institutions, tous ces acteurs clés, comment se fait-il qu'on a un niveau de corruption dans ce domaine-là aussi élevé? Moi, j'aimerais que, est-ce que toutes ces entités, toutes ces institutions, ces acteurs se sont posés la question? On s'y attendait. Merci. À qui votre question s'adresse-t-elle? Aux 3. En fait, je voudrais savoir... Aux trois représentants des institutions. Merci. Très bien. Désolé, mais on retourne de ce côté-là. Un micro là-bas, s'il vous plaît. Madame, avec l'écharpe blanche. Et après, madame, on prend encore une question avec... Non, madame, vous pouvez vous lever. Madame, levez-vous. Voilà. Le micro, s'il vous plaît. Le micro, là-bas. S'il vous plaît, accélérons. C'est la 3e question et après on prendra une 4e et on s'arrête. On vous écoute. Oui, merci beaucoup. Livy Kinduilo, je suis un membre de l'ONEC. Alors ma question s'adresse à Monsieur Lessay. Vous dites que vous avez comme objectif de réduire la corruption à 60% en 2026, si j'ai bien suivi votre plaidoyer. Alors je voudrais savoir, aujourd'hui nous sommes en 2024. Alors depuis que vous avez commencé
de combien avez-vous réussi à réduire le et comment vous pouvez être aussi ambitieux en vous disant que vous allez être capable, en 2 ans, de réduire le taux de corruption à 60%, compte tenu aussi de tous les commentaires, du commentaire qu'a fait ma consoeur. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Et alors une dernière, un peu au-dessus. Non, là-bas derrière. Non, j'ai déjà le micro, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Présentez-vous et dites à qui votre question s'adresse. Oui, je suis M. Pagnan Nikin, je suis expert comptable ONEC CPK Kinshasa. On parle de la lutte contre la corruption, bien sûr. Et cette corruption-là, est-ce qu'on sait comment elle est née? Qu'est-ce qui est à la base? Ah ouais. Est-ce que avons-nous commencé à être corruptibles ou corrompus? Et est-ce que, comme on dirait en médecine, on dit, on ne peut pas traiter une plaie sans la penser. Moi, j'ai peur que toute la stratégie mise en place ne puisse pas aboutir, étant donné que la cause de la corruption n'est pas prise en compte. Je dis, je vous remercie. Je m'adresse aux 3 panélistes des institutions de l'État. Je vais demander aux panélistes de répondre et s'ils sont courts, je donnerai la parole ultimement à madame qui me foudroie du regard. Bien, messieurs les panélistes, dont vous avez compris les questions, ce sont des questions qui expriment certains doutes sur l'efficacité de certaines politiques, notamment, mais aussi des questions techniques. Je vous laisse répondre. Peut-être la PLC d'abord, qui a reçu le plus de nombre de questions. Monsieur le sait. Merci bien. J'ai une question sur les cours à l'école. D'abord, je dirais qu'il n'y a jamais un trop par rapport à l'apprentissage. Nous avons jugé utile à ce que nos enfants, dès le bas âge, puissent être formés à distinguer la chose publique de la chose individuelle. Donc, en tout cas, à notre estime, même s'il y a un cours de civisme, je ne sais pas à quel niveau il est donné, nous avons jugé important, au regard des dégâts que la corruption fait au pays, qu'il est important qu'on commence quelque part. Il faut commencer à éduquer nos enfants, en tout cas à les former de façon à ce qu'ils prennent conscience de la gravité de la corruption dans notre pays. La corruption a atteint un niveau endémique. Il va falloir en tout cas des méthodes fortes pour pouvoir l'adresser. Et donc pour nous, c'était vraiment une nécessité à ce qu'on commence dès le bas âge et que, en tout cas dans tout le parcours scolaire, l'enfant puisse être confronté à l'apprentissage du combat contre la corruption. Parce que très souvent, on ne réalise pas que le danger avec la corruption, c'est que la corruption bascule et qu'elle devienne un simple fait social, un fait culturel. Et c'est ce que nous devons éviter tous. La satisfaction, en tout cas en ce qui concerne la PLC, c'est qu'on arrive à ce que la corruption devienne véritablement une obligation citoyenne, un devoir patriotique. En ce moment-là, tout le monde peut concourir, en tout cas participer adéquatement au combat. Et pour l'instant, en tout cas, pour nous, c'est un devoir. Il faut que les enfants apprennent à l'école principalement, parce que c'est les lieux où ils restent le plus pendant l'année, en tout cas au combat contre la corruption. Voilà. Alors, il y avait une question générale, si je peux dire, sur le taux de la corruption en dépit de toutes les institutions qui participent à ces combats. Vous savez, la corruption, comme je l'ai dit, c'est un ennemi tentaculaire, difficile à combattre.
Et nous devons nous réjouir justement de ce que plusieurs organismes, plusieurs institutions du pays, en tout cas, concourent à ce combat-là. C'est tout bénéfice pour le pays. Ce n'est pas facile en tout cas un temps record que d'endiguer complètement la corruption. Nous mettons en tout cas en jeu des moyens pour pouvoir réduire sensiblement cette corruption. Et j'en prie alors à la question qui m'a été posée, comment allons-nous faire en 2 ans pour justement réduire sensiblement la corruption. C'est un objectif. Quand il y a un objectif, il faut y croire et mettre en tout cas en jeu des moyens utiles pour le faire. Et tout le monde, ce n'est pas que les institutions attitrées qui peuvent œuvrer dans la lutte contre la corruption. Il faut que chaque citoyen puisse en tout cas apporter un peu de soi pour que ce combat soit réussi. Et pour nous, c'est un objectif. En tout cas, faire qu'en 2 ans, la corruption soit réduite, c'est possible si on s'y met tous. Merci bien. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question sur la Cour des comptes, peut-être un complément et une question qui vous était adressée spécifiquement. Merci pour la parole. Je voudrais intervenir d'abord sur le taux de la corruption. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la corruption, c'est un phénomène difficile à saisir. Vous pouvez faire le tour de cours et tribunaux, voir les statistiques judiciaires. Vous ne verrez presque pas des cas de corruption. Et nous, à la Cour des comptes, nous avons compris, et cela fait l'objet du thème exploité par le premier président de la Cour des comptes lors de la dernière entrée judiciaire de la Cour. Nous avons dit ceci: la corruption se fait la nuit, à l'abri des yeux et des oreilles indiscrets. Mais le jour, c'est la faute de gestion. C'est-à-dire, nous, à la Cour des comptes, parce que tout ce que vous voyez comme faute de gestion, parce que ce qui tue, ce sont des fautes de gestion. Les fautes de gestion, nous, on peut les saisir facilement. Et en saisissant les fautes de gestion, nous savons que nous combattons la corruption. Et les fautes de gestion, nous devons les réprimer durement et sévèrement. Ça veut dire quoi concrètement? 2 personnes, vous allez voir pourquoi la corruption, on a difficile à saisir. C'est parce que les deux, les corrupteurs actifs et les corrupteurs passifs, font un deal. Ils font un deal, ils s'entendent pour faire quelque chose. Qui va dénoncer qui? Il n'y a pas de dénonciation à cette matière-là. Alors, ce qui va apparaître, c'est comme un feu qui couvre, on a la fumée. Ce sera la journée. L'accord conclu dans le noir doit se concrétiser le jour. Vous verrez, ce sera des marchés de gré à gré. Ça sera des avantages injustifiés. Mais tout cela, ce sont des fautes de gestion qui vont se perpétrer la journée. Et la Cour des comptes s'est fixée comme stratégie de réprimer fortement les fautes de gestion. Et nous sommes même en train de travailler sur ça, de manière à ce que les autorités de tutelle et hiérarchiques puissent révoquer tout gestionnaire condamné définitivement pour faute de gestion. Et un tel gestionnaire condamné par la Cour des comptes pour faute de gestion doit dégager. La Cour, ce n'est pas l'éducation par des préceptes, par des campagnes, non. La Cour va réprimer, et va réprimer sévèrement les fautes de gestion, de manière à ce que ça serve d'exemple aux autres gestionnaires qui seront tentés de continuer à faire de la corruption leur seconde nature. Donc pour ce cas,
on n'a que la répression, on fera la répression avec beaucoup de sévérité. Pour ce qui est de la question sur qui tient notre... Oui, c'est-à-dire que c'est un rapport avec la hiérarchie de contrôle. Dans notre loi, dans la loi organique de la Cour des comptes, même dans la loi dans le texte qui est organique de l'IGF, il y a des structures qui tiennent d'autres en État. C'est question de mettre de l'ordre sur le terrain. Mais la réalité est que ça n'arrive pas souvent. Parce que ces structures, vous prenez l'IGF, vous prenez la Cour des comptes, ne se disputent pas des dossiers de contrôle. Il y a tellement à contrôler. Si nous savons que l'IGF est sur le terrain, on a d'autres choses à faire aussi. Et puis d'ailleurs, les contrôles que l'IGF fait, si nous voulons avoir ce rapport, parce qu'en principe, les rapports nous parviendront. Il y a beaucoup de dossiers d'IGF qui nous parviennent, parce que l'IGF ne va pas jusqu'à la fin pour établir des fautes de gestion, par exemple. Il va transmettre à la Cour. S'il y a des fautes pénales, il va transmettre au procureur de la République. En réalité, c'est une précaution que le législateur a prise pour que quand la Cour de compte est là, la Cour de compte elle-même est tenue en état par le Parlement. Et quand on parle de Parlement, c'est à tous les niveaux. Hein. Le Parlement national, le Parlement provincial. Ça tient la Cour des comptes en état. La Cour des comptes tient en état les autres contrôles inférieurs à elle. Ce n'est que de l'ordre qu'on veut mettre en place, mais en réalité, dans des pays un peu plus avancés, comme l'expérience que j'ai de la Tunisie, quand il est question de contrôle, les trois grandes institutions de contrôle, à savoir la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances et le Conseil supérieur du portefeuille, se mettent ensemble pour faire une programmation de contrôle. Et cette stratégie permet d'éviter qu'il y ait des chevauchements de contrôle et qu'il n'y ait pas de situations qui gênent, où il y a un contrôle qui commence et qu'un autre vienne perturber, entre guillemets. Donc, c'est en fait ça. C'est une hypothèse légale, c'est une hypothèse qui existe, mais qui ne se réalise pas souvent parce que, avant que la Cour de compte vienne, elle sait que l'IGF est sur le terrain. On sait quelles dispositions on prend pour ça, parce qu'on n'a pas intérêt à diriger, parce que ce contrôle-là nous parviendra d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a pas vraiment de chevauchement possible. En réalité, c'est difficile. Et puis, en plus, notre loi organique nous autorise, la Cour des comptes, à recourir à l'expertise de l'IGF pour des contrôles à caractère technique. La Cour des comptes peut recourir à l'IGF, tout comme il peut recourir à d'autres experts pour ces contrôles. Donc, en cette matière, il n'y a pas vraiment de tiraillement possible à envisager. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet. L'ultime question de la salle, si elle est toujours à poser, levez-vous s'il vous plaît et on vous écoute. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de poser cette dernière question. J'ai entendu, donc, je prends les trois institutions de la République de contrôle. C'est vrai, quelqu'un a parlé même de la nuit, que ça se passe la nuit. Mais moi, je me dis que vous, ces 3 dernières années, vous avez été suffisamment aidés par la clameur publique. Que faites-vous de la clameur publique? Parce que si je prends le cas de la PETC, ces derniers temps, il y a eu trop de clameurs publiques sur beaucoup de dossiers. Et vous verrez aussi, il y a des institutions qui sont restées silencieuses sur certains sujets, sur certains dossiers, sur la place publique. Je voulais dire, quel a été l'apport de la clameur publique dans votre travail de tous les jours pour la lutte contre la corruption? Merci. Monsieur Le Sey. Oui, merci pour la parole. Comme vous voulez, partagez-vous. Je crois que la question était adressée. Oui. Écoutez, je pense que pour tout travail, la clameur publique est comme
une sorte de surveillant. Ça veut dire qu'il faut en tenir compte. On ne peut pas continuer à travailler à l'aveuglette sans tenir compte de l'opinion publique. L'opinion publique vous aide à améliorer, à performer et peut-être à redresser le tir. On en tient compte, mine de rien. Ça veut dire que ça nous permet, évidemment, de nous rendre compte, disons, de ce qui ne va pas, si on peut dire ça ainsi. Alors, on n'est pas insensé à la clameur publique. On y tient compte. Monsieur le chef de cabinet, vous vouliez Oui, rajouter? non. Quand on parle de clameur publique, nous, on doit avoir nos procédures aussi. En fait, on parle d'un grand nombre, presque pléthorique, on dirait, des institutions impliquées dans la lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment, tout ça. Mais chaque structure a ses procédures. La clameur publique est plus facilement gérée au niveau de la police judiciaire qu'au niveau des institutions comme la Cour des comptes. Donc, on peut parler à la rigueur des dénonciations. Là, on peut partir de quelque part. C'est une dénonciation. On peut appeler le dénonciateur et avoir des précisions sur sa dénonciation. Et si c'est la Cour des comptes, bon, je parle de la Cour des comptes, c'est l'institution que je représente ici, les procureurs généraux peuvent être saisis par des dénonciations. Les dénonciations sont différentes des clameurs publiques. Les dénonciations, c'est un peu plus, c'est un stade un peu plus amélioré de l'information. C'est-à-dire, à ce niveau, on peut inviter les dénonciateurs au niveau du parquet général pour qu'ils précisent peut-être certaines données et de manière à ce que ça devienne plus fiable et constituer une base d'une saisine pour un début d'enquête. Mais si c'est les clameurs publics, parmi les institutions de contrôle, il y a des cours et tribunaux de droit commun où il y a des OPJ. Bon, à ce niveau-là, ils sont plus outillés pour avancer sur ce terrain-là. Mais voir ça au niveau de la Cour des comptes, au niveau du parquet général après la Cour des comptes, c'est un peu difficile. On accepte encore les dénonciations par rapport aux clameurs publiques. C'est ça la réponse que j'ai voulu réserver à votre préoccupation. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Le mot de clôture des organisateurs va bientôt avoir lieu. Le mien, c'est de dire que la discussion se poursuivra peut-être demain, notamment sur le rôle du commissaire dans la dénonciation de faits délictueux et de la tension qui peut exister entre ce que dit la loi, le code OHADA en l'occurrence, et ce que disent les principes en matière de secret professionnel. À mon avis, on risque d'avoir des débats intéressants qui ne vont pas viser strictement la corruption. Et on aurait pu rajouter un 5e siège pour Monsieur le ministre de la Justice et voir ce qu'il pense, notamment de la question de la création d'un parquet spécialisé, un parquet financier. J'ai vu que Monsieur le Président de la République avait chargé la Première ministre, il y a quelques jours à peine, d'étudier cette possibilité-là, compte tenu de la spécificité de la délinquance financière et économique. Voilà, ce sont des pistes. Mon propos n'est sûrement pas de conclure sur la question épineuse qui a été abondamment et brillamment traitée en cette fin d'après-midi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, très chers panélistes. Voici ce qui conclut le dernier panel d'aujourd'hui et la dernière session. Donc, nous sommes à la conclusion de la journée d'aujourd'hui. Très chers invités, nous sommes très heureux de vous avoir eu pour cette première journée. Comme vous pouvez le remarquer, vu le contenu des échanges et l'intérêt que chacun porte aux différentes thématiques, le temps est largement dépassé aujourd'hui. Nous terminons à 19h. Pour ce faire, nous aimerions vous inviter à être ponctuels demain matin. Il est prévu pour nous de commencer la journée de demain à 8h30. Donc, nous vous prions d'être vraiment au rendez-vous à l'heure pour nous permettre de commencer à l'heure
et avoir suffisamment de temps pour échanger sur toutes les différentes thématiques et être capable de terminer selon les temps prévus. Alors j'aimerais simplement nous brosser très rapidement ce qui est prévu pour nous au programme demain. Nous allons commencer le panel 6, qui sera le premier panel de la journée de demain, qui sera sur la thématique le statut et la désignation des dirigeants de l'entité publique. Besoin de réformes pour combattre les défis et les conflits d'intérêts. Après cela, nous aurons le panel 7 sur la thématique la certification de l'information financière. Ensuite, nous aurons le panel 8 sous la thématique accompagnement des partenaires techniques et financiers dans la promotion de la bonne gouvernance en RDC, piste pour améliorer la transparence financière. Et après ce panel-là, nous aurons une session de restitution et puis un cocktail qui sera offert. Alors, pour être capable de pouvoir vraiment aller et s'étendre sur les échanges, nous insistons encore une fois, soyez ponctuels et nous vous remercions vraiment d'être restés jusqu'à la fin et nous vous invitons à nous rejoindre encore demain matin. Excellente soirée à tous.